La définition des lipides est plus fonctionnelle, basée sur leurs propriétés physiques plutôt que sur leur structure. Les lipides sont caractérisés par leur insolubilité dans l'eau et par contre leur solubilité dans les solvants organiques. Les lipides sont des molécules organiques composées de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, synthétisées à partir d'unités acétyl-CoA, notion sur laquelle on reviendra plus tard dans le cours. Comme les lipides forment un groupe très divers, leur classification est difficile. Nous les subdiviserons en 3 grands groupes, les acides gras, les lipides contenant du glycérol et les lipides qui présentent l'isoprène comme constituant de base. Les acides gras ont des acides carboxyliques avec une longue queue formée d'au moins 4 groupements CH2 et d'une tête constituée d'un groupement carboxyle COOH. La queue est hydrophile, insoluble dans l'eau. La tête hydrophile, soluble dans l'eau. Libres comme présenté ici ou associés au cholestérol pour former le cholestérol estérifié, ils peuvent également être associés au glycérol pour former les triglycérides. Les acides gras sont des acides carboxyliques avec une longue queue formée d'au moins 4 groupements CH2 et d'une tête constituée d'un groupement carboxylique COOH. La queue est lipophile, insoluble dans l'eau, et la tête hydrophile, soluble dans l'eau. Libres comme présenté ici ou associés au cholestérol pour former le cholestérol estérifié, ils peuvent également être associés au glycérol pour former les triglycérides. Nous allons maintenant mettre en pratique tout ce que l'on vient d'apprendre. Tous les acides gras présentés ici possèdent 18 carbones. Du bas vers le haut, l'acide gras en bas ne possède pas de double liaison, c'est un acide gras saturé qui possède 18 carbones. On le désignera donc par 18,2.0. Le suivant possède une double liaison, c'est un acide gras monoinsaturé, on le désigne par 18,2.1 avec la position de cette double liaison, soit en partant de l'acide carboxylique delta 9, soit en partant de l'autre extrémité, oméga 9. L'acide gras suivant possède 2 doubles liaisons, c'est un acide gras polyinsaturé, on le nomme donc 18,2.2 avec la position des 2 doubles liaisons delta 9 et 12, ou seulement la première double liaison rencontrée, soit oméga 6. Enfin, le dernier acide gras possède lui 3 doubles liaisons, on le nommera 18,2.3, soit delta 9, 12 et 15, soit oméga 3. Contrairement aux glucides, il existe dans le groupe des lipides 2 acides gras que nous ne pouvons pas synthétiser et qui doivent être apportés par l'alimentation. Ces 2 acides gras sont dits essentiels. Il s'agit de l'acide linoléique, C18,2.2, oméga 6, ou comme vous savez le faire maintenant, d'après la formule chimique, C18,2.2, delta 9 et 12. Et l'acide linolénique, C18,2.3 oméga 3 ou C18,2.3 delta 9, 12 et 15. Le besoin quotidien en ces acides gras essentiels est important. Pour être équilibré, notre régime quotidien doit comporter 10 g d'oméga 6 et 2 g d'oméga 3. L'acide linoléique est important dans la croissance et le développement des enfants. Cet acide gras est particulièrement important au niveau cutané, puisqu'une carence peut provoquer des atteintes épidermiques avec perte de l'étanchéité cutanée, ce qui provoque des pertes hydriques importantes. L'acide linolénique est essentiel à la croissance du système nerveux central et de la rétine. Des anomalies de la vision ont été observées chez des enfants exclusivement nourris au lait de vache, pauvres en acide linolénique. Les laits infantiles sont actuellement enrichis pour cet acide gras oméga 3. Si la double liaison adopte dans l'espace une forme trapézoïdale, il s'agit d'une double liaison cis. Si malgré la double liaison, la molécule conserve la forme d'une ligne en zigzag, on parle d'une forme trans. Les acides gras importants chez l'homme se présentent exclusivement sous forme cis. La source la plus importante d'acides gras trans est l'alimentation industrielle qui produit ce type de lipides par hydrogénation des huiles. Les acides gras trans sont liés à une augmentation des maladies cardiovasculaires et sont actuellement interdits dans l'alimentation californienne.
Après les acides gras, passons maintenant au groupe des lipides contenant du glycérol. Le glycérol fait partie de la famille des carbohydrates. C'est un alcool tertiaire avec 3 fonctions OH sur lesquelles peuvent se fixer des lipides. Le glycérol provient de substrats de la voie de la glycolyse et peut être converti en glucose dans le foie ou en pyruvate pour servir de combustible énergétique. Les triglycérides ou triacylglycérol constituent les lipides de réserve de notre organisme. Leur localisation sous la peau est bien visible, voire palpable. Ils servent également de protection contre le froid, dans les orbites et dans la plante des pieds de graisse de remplissage. Ils sont composés par un glycérol sur lesquels est fixé 3 acides gras liés par des liaisons ester. Dans l'organisme, la plupart des triglycérides contiennent de l'acide palmitique et de l'acide stéarique. Dépourvus d'eau, ils permettent une économie de place par rapport aux autres substances de réserve comme le glycogène. Par comparaison aux triglycérides, la structure des phospholipides est légèrement différente. Sur le 3e atome de carbone du glycérol, c'est un phosphate qui est lié à la place d'un acide gras. À ce stade, on a affaire à un acide phosphatidique. À cet acide phosphatidique est lié un résidu polaire comme la choline, la sérine ou l'inositol pour former le phosphatidylcholine, le phosphatidylsérine ou le phosphatidyle-inositol. Contrairement aux triglycérides, les phospholipides sont à la fois hydrophobes, grâce aux 2 acides gras, et également hydrophiles, grâce aux résidus polaires. Ils ont donc des propriétés amphiphiles. Grâce à cette caractéristique, ils se disposent de façon ordonnée dans un milieu aqueux. Les parties lipophiles des différents phospholipides se regroupent entre elles, en profondeur, et les têtes hydrophiles se maintiennent vers l'extérieur. Cette disposition forme soit des membranes, soit des micelles. Les bulles de savon sont également formées de la même manière. Les membres de ce groupe de lipides sont assez hétérogènes en ce qui concerne leur rôle dans l'organisme. Parmi eux, on trouve le cholestérol, les hormones stéroïdes, l'acide biliaire ainsi que les vitamines liposolubles. L'isoprène est un dérivé du butane avec 2 doubles liaisons. Plusieurs isoprènes peuvent s'accrocher l'un derrière l'autre pour former une chaîne linéaire qui va participer à la structure des vitamines liposolubles. Si 6 isoprènes se ligaturent et se cyclisent, cela donne les stéroïdes et en particulier le cholestérol. En résumé, les principales classes de lipides sont les triglycérides, qui participent essentiellement au stockage des lipides dans l'organisme, les acides gras, qui sont le combustible énergétique, les glycérophospholipides, qui constituent les membranes cellulaires, et le cholestérol, qui entre dans la composition des membranes et qui est le précurseur de nombreuses hormones. Maintenant que vous savez tout sur les différentes classes de lipides, nous allons nous intéresser à l'apport alimentaire des lipides et comment ces lipides sont captés par l'organisme en étudiant la nutrition et la digestion. Lorsque l'on étudie la proportion des différentes classes d'aliments dans notre régime au cours du temps, on constate qu'une évolution très importante de nos habitudes alimentaires s'est produite dans un laps de temps très court. Depuis la préhistoire jusqu'au début du XXe siècle, le régime alimentaire était en majorité constitué d'amidon, c'est-à-dire de céréales, pain et sucres lents, et à part égale de protéines et de lipides. À partir du début de l'alimentation industrielle, la part de lipides a augmenté de plus de 2 fois aux dépens de l'amidon. D'autres modifications importantes est la part de glucides qui a été multipliée par 4. On considère actuellement qu'un enfant en âge de rentrer à l'école a mangé au cours de sa vie plus de glucides que ses grands-parents pendant toute leur vie. Comme illustré sur cette diapositive, ce changement de comportement alimentaire en termes de lipides et de glucides a des conséquences sur le nombre de personnes obèses, de pathologies cardiovasculaires et de personnes atteintes de diabète de type 2. Pourtant, seulement une très faible part des lipides que nous absorbons nous sont nécessaires. Nous sommes capables de synthétiser la très grande majorité des différents lipides de notre organisme. Les seuls lipides qui sont nécessaires dans notre alimentation sont les acides gras essentiels, oméga 6 et oméga 3, dont nous avons déjà parlé, et les vitamines liposolubles, vitamine A, vitamine E et vitamine K. De nombreuses observations cliniques ont montré que le rapport idéal entre acides gras oméga 6 et oméga 3 devait être d'environ 5. Parmi les pays industrialisés, seul le Japon a une alimentation équilibrée en termes
de composition d'acides gras essentiels. L'explication pourrait venir d'une trop grande consommation en produits contenant de l'huile de tournesol, très riche en acide linoléique, oméga 6, et une trop faible consommation en boissons pour les autres pays industrialisés comme la France. La digestion des lipides constitue une provocation pour notre organisme. En effet, les enzymes capables de digérer les lipides sont hydrophiles et ne sont pas en mesure de travailler dans un milieu lipophile. Ainsi, l'absorption des lipides nécessite une stratégie de digestion spécifique, différente de celle utilisée pour les sucres et les protéines. Et c'est ce que nous allons voir. Les aliments, après avoir été mâchés, passent dans l'estomac, où se produit une émulsion des lipides, c'est-à-dire la formation de gouttelettes de lipides de petite taille. Ainsi, il se forme des zones frontières entre les parties lipophiles et les parties hydrophiles. C'est seulement dans ces zones frontières que les enzymes peuvent travailler. La principale enzyme de digestion des lipides est la lipase pancréatique, qui hydrolyse les triglycérides. Sous l'action de cette enzyme, un triglycéride donnera 2 acides gras et un monoglycéride, c'est-à-dire une molécule de glycérol associée à un seul acide gras. Ces produits de dégradation sont très hydrophobes. La deuxième étape de la digestion des lipides consiste à entourer ces lipides dégradés, ainsi que les autres lipides, cholestérol, vitamines liposolubles, par des acides gras biliaires. Ce qui aura pour conséquence la formation de micelles, et ces micelles pourront être absorbées au niveau de l'intestin grêle par les entérocytes. Les cellules intestinales, les entérocytes, vont absorber les micelles constituées d'acides gras, de monoglycérides et d'acides biliaires. Dans les cellules intestinales, il y a une synthèse de triglycérides à partir des acides gras et des monoglycérides et incorporation au sein des entérocytes de ces triglycérides dans une structure que l'on appelle les chylomicrons. Ces structures seront ensuite excrétées dans le système lymphatique pour être distribuées dans l'organisme entier. Tous les lipides digérés sont incorporés dans les chylomicrons formés à l'intérieur des cellules intestinales. Ces grosses particules d'environ 500 nanomètres sont constituées en leur centre de triglycérides et de cholestérol estérifié par un acide gras, de vitamines hydrophobes, et sur la périphérie, de cholestérol, de phospholipides, tous orientés de façon à avoir leur partie hydrophile vers l'extérieur, ici représentés par les points bleus. Après assemblage, les chylomicrons sont pourvus d'une étiquette d'adressage sous forme d'une protéine appelée ApoB48. Puis, une fois complets, les chylomicrons sont libérés par exocytose dans les vaisseaux lymphatiques. Pourquoi les lipides digérés ont un cheminement différent des glucides ou des protéines provenant de l'alimentation? En effet, les protéines et les glucides sont déversés dans le sang, qui est acheminé par la veine porte vers le foie, où ils seront stockés. Les lipides, eux, passent par le système lymphatique et seront déversés dans le sang circulant au niveau de la veine sous-clavière gauche. Le foie est contourné par ce circuit et les lipides sont directement disponibles pour les autres organes, et en particulier les cellules adipeuses, qui pourront stocker ces lipides. Nous y reviendrons plus tard dans le cours. Après avoir vu comment les lipides de l'alimentation sont captés par l'organisme, nous allons maintenant voir le parcours emprunté par ces lipides pour atteindre leur lieu d'utilisation ou de stockage, et brosser en quelques mots un tableau des problèmes de santé engendrés par une accumulation trop importante de lipides. Mais avant tout, je vais vous parler de la synthèse des lipides par l'organisme. Tous les lipides ne proviennent pas de l'alimentation, mais peuvent être synthétisés. Ainsi, tous les types de lipides peuvent être produits par l'organisme, sauf les 2 acides gras essentiels, oméga 6 et oméga 3, et les 3 vitamines A, E et K. Cette synthèse est très importante. Par exemple, dans le cas du cholestérol, l'organisme a besoin chaque jour de 1000 mg de cholestérol pour compenser les pertes intestinales sous forme d'acide biliaire. Et bien seulement moins de la moitié sont apportés par l'alimentation. Ainsi, la plus grande partie du cholestérol est synthétisée de façon endogène. La plupart des cellules peuvent faire la synthèse des lipides, mais le lieu privilégié pour cette biosynthèse est le foie, lorsque nous sommes à jeun. Les acides gras fraîchement produits sont incorporés dans les triglycérides et distribués dans l'organisme sous forme de lipoparticules que l'on appelle les VLDL. Nous y reviendrons plus tard dans le cours. La molécule de base pour la synthèse des lipides, que ce soit le cholestérol ou les acides gras, est l'acétyl-CoA, ou l'acétyl-coenzyme A.
Le coenzyme A est un dérivé de la vitamine B5 sur laquelle on retrouve en plus un ribose et une adédine. Le rôle du coenzyme A est d'être un transporteur d'acétyl, c'est-à-dire du groupement COCH3. Cet acétyl est dit activé par la liaison thioester, ce qui lui permettra de rentrer dans les voies de synthèse des lipides. L'acétyl-CoA va donner les deux carbones de l'acétyl pour permettre la synthèse par deux voies différentes du cholestérol et des acides gras. Cette synthèse s'effectue dans le cytosol des cellules du foie, les hépatocytes. Les réactions de biosynthèse sont très complexes. Retenez seulement que la voie de synthèse du cholestérol s'appelle la voie isoprénoïde, puisqu'elle produit de l'isoprène, unité de base du cholestérol, et que la voie de synthèse des acides gras s'appelle la voie malonique, puisque cette voie commence par la formation du malonyl-CoA. Cette voie forme de l'acide palmitique, C16 2.0, qui sera transformé secondairement dans tous les autres types d'acides gras. Comme je vous l'ai dit précédemment, la molécule de base pour la synthèse des lipides est l'acétyl-CoA. Cette molécule est formée exclusivement dans la mitochondrie à partir de substrats très variés, comme les glucides, les lipides, les protéines ou l'alcool. Mais l'acétyl-CoA provient en premier lieu de la glycolyse, c'est-à-dire de l'oxydation du glucose en pyruvate, puis du pyruvate en acétyl-CoA. J'aimerais vous faire remarquer sur cette image que notre organisme est capable de faire la synthèse des lipides à partir de n'importe quel type d'aliment. Ainsi, par exemple, un excès d'aliments sucrés est immédiatement sanctionné par un stockage sous forme de lipides par l'organisme. Un tissu est spécialisé dans le stockage des triglycérides, les adipocytes. Ce tissu est diffus dans l'organisme, on le retrouve en grande quantité sous la peau, mais également autour des organes, derrière l'œil et sous les pieds. Pour un adulte moyen, le stockage des triglycérides représente 21% de la masse totale de l'individu pour un homme et de 26% de la masse totale pour une femme. Cette réserve énergétique représente environ 100 000 kcal, ce qui permet de résister à plusieurs semaines de jeûne, alors que les réserves sous forme de glycogène, c'est-à-dire de sucre, sont épuisées en moins de 24 heures. Le stockage des adipocytes forme dans le cytosol une vacuole qui prend la majorité du volume cellulaire. En cas de besoin en énergie, on aura hydrolyse des triglycérides en glycérol et en acide gras libre par une lipase hormonosensible contenue dans l'adipocyte. Après avoir vu la synthèse des lipides, passons maintenant à une autre thématique, celle du transport des lipides dans l'organisme. Ce transport doit se faire entre les lieux de production, le foie ou l'intestin grêle, les lieux de stockage, les adipocytes, et les lieux d'utilisation des lipides, à savoir l'organisme entier, mais en particulier les muscles et le cœur. Le problème de ce transport est que les molécules hydrophobes, les lipides, doivent être transportés dans un milieu aqueux, le sang. Comme on l'a vu pour les chylomicrons, les lipides vont être transportés sous forme de structures associées à des protéines et des phospholipides qui vont former des micelles appelées lipoprotéines. La surface de ces micelles est hydrophile, composée de protéines et des têtes des phospholipides. Le cœur de ces micelles est lui hydrophobe, composé de triglycérides, d'acides gras et de cholestérol estérifié. On distingue différentes classes de lipoprotéines caractérisées par leur densité, leur charge électrique ainsi que leur composition en protéines. La principale classe de lipoprotéines sont au nombre de 4. Les chylomicrons, riches en triglycérides d'origine alimentaire, portant la protéine ApoB48 dont nous avons déjà parlé, les VLDL de très basse densité, riches en triglycérides, synthétisés par le foie, portant l'ApoB100 et la E, les LDL de basse densité, riches en cholestérol, portant l'ApoB100, et les HDL, lipoprotéines de haute densité, également riches en cholestérol, portant les ApoA. Les protéines spécifiques, portées par les lipoprotéines, permettent un adressage de ces particules vers les organes particuliers, ce qui va orienter leur destinée, leur parcours et leur rôle dans l'organisme. Vous voyez sur ce schéma que le parcours des lipoprotéines est assez complexe. De façon simple, on distingue la situation postprandiale et la situation à jeun. En postprandiale, comme nous l'avons déjà vu, c'est l'intestin grêle qui forme les chylomicrons riches en triglycérides, schématisés par les billes jaunes. Les chylomicrons donnent les triglycérides à l'organisme entier, en particulier aux adipocytes et aux muscles. Une fois appauvris en triglycérides, les chylomicrons deviennent des rémanents
qui seront captés par le foie. À jeun maintenant, c'est le foie qui synthétise les lipides et forme les VLDL. Ces lipoprotéines riches en triglycérides vont donner leurs triglycérides à l'organisme entier, sauf aux adipocytes, qui sont à jeun plutôt dans une situation de déstockage que dans une situation de stockage. Les VLDL appauvris en triglycérides donnent les LDL, qui vont apporter aux organes cibles le cholestérol, schématisé ici par les billes bleues. Les HDL sont un type de lipoprotéines particulier qui proviennent des chylomicrons. Ils s'enrichissent en cholestérol au contact des VLDL et en échange s'appauvrissent en triglycérides pour finir leur parcours au niveau du foie. En résumé, les fonctions des différents types de lipoprotéines sont présentées ici de façon simplifiée. Les chylomicrons transportent les triglycérides alimentaires dans tout l'organisme sauf le foie et finissent leur vie en remnants captés par le foie. Les VLDL transportent les triglycérides endogènes synthétisés par le foie dans tout l'organisme sauf aux adipocytes. Les LDL transportent le cholestérol dans tout l'organisme et en particulier donnent le dépôt artériel de cholestérol, responsable de l'athérome et des maladies cardiovasculaires. Et les HDL, à l'inverse, ramènent le cholestérol vers le foie. C'est pour cela que l'on dit dans le langage populaire que les LDL représentent le mauvais cholestérol, alors que les HDL représentent le bon cholestérol. Un rapport cholestérol transporté par les HDL sur le taux de cholestérol transporté par les LDL supérieur à 0,3 est un facteur bénéfique contre les maladies cardiovasculaires. Vous savez tous que les lipides en trop grande quantité sont responsables de maladies cardiovasculaires. Comme vous le voyez sur ce tableau, on distingue différentes anomalies touchant les lipides. On appelle ces pathologies des dyslipidémies. Ces dyslipidémies sont classées en fonction du taux de cholestérol et de triglycérides plasmatiques. Les dyslipidémies les plus fréquemment rencontrées sont de type 2, avec une augmentation du cholestérol plus ou moins une augmentation des triglycérides associés, et de type 4, avec une augmentation isolée des triglycérides. Après avoir vu les différents types de lipides, la digestion des lipides et la façon dont ils se distribuent dans l'organisme, passons maintenant au dernier chapitre de ce cours, le rôle des lipides dans l'organisme. Sans être exhaustif, puisque les lipides ont de très nombreux rôles dans l'organisme, nous traiterons du rôle des lipides dans l'énergie cellulaire, dans la structure des cellules et dans le signal cellulaire. Au niveau des lipides, ce sont les acides gras qui sont les fournisseurs d'énergie dans la cellule. Certains organes, comme le cœur et le foie et le muscle squelettique, tirent plus de 50% de leur énergie de l'oxydation des acides gras. Il n'existe pas de cellules qui tirent leur énergie exclusivement des lipides, mais tous les tissus, sauf le cerveau et les globules rouges, se servent des lipides comme source d'énergie. Les acides gras sont dégradés dans nos mitochondries par le cycle de la bêta-oxydation. À chaque cycle, 2 atomes de carbone sont détachés de l'acide gras pour former l'acétyl-CoA, puis l'acétyl-CoA rentre dans le cycle de Krebs pour former des composés réduits qui vont permettre la formation, par l'intermédiaire de la chaîne respiratoire, de la mitochondrie, de l'ATP. Par comparaison, l'oxydation complète d'une molécule de glucose donne 38 ATP, l'oxydation complète d'une molécule d'acide palmitique permet la formation de 106 molécules d'ATP. Les acides gras ont donc un pouvoir énergique très important. En cas de jeûne, l'acétyl-CoA produit par la bêta-oxydation est également transformé en corps cétonique, comme le bêta-hydroxybutyrate. Les corps cétoniques sont extrêmement importants pour notre cerveau. En période postprandiale, le cerveau puise son énergie du glucose, mais après quelques jours de jeûne, le cerveau se contente de 40 grammes de glucose au lieu des 120 grammes habituels par jour, en complétant son régime par la consommation de corps cétoniques. Les lipides sont des constituants indispensables de toutes les membranes cellulaires. Les phospholipides se disposent de façon à former une double couche avec les têtes hydrophiles vers l'extérieur et les queues hydrophobes vers l'intérieur. Enchâssés dans cette double couche phospholipidique, on retrouve des protéines et du cholestérol. Les membranes ne sont pas fixes, mais plutôt considérées comme une mosaïque fluide où les protéines peuvent se déplacer librement. Le rôle du cholestérol dans les membranes est d'augmenter cette fluidité. Pour illustrer ce propos, on peut citer les membranes cellulaires des poissons d'eau froide, qui sont riches en cholestérol pour permettre justement de maintenir cette fluidité membranaire malgré le froid glacial. Un autre rôle structural des lipides est celui du surfactant. Le surfactant est un
est un composé des lipides de la famille des phospholipides. Synthétisé par des cellules pulmonaires spécialisées, le surfactant est un agent actif de surface qui abaisse la tension superficielle et qui est absolument indispensable pour le déploiement et le maintien des alvéoles ouvertes. Le surfactant empêche la rétraction des alvéoles au cours de l'expiration, ce qui rendrait la respiration impossible. Chez les grands prématurés, la production de surfactant peut être insuffisante. On peut leur administrer du surfactant par voie trachéobronchique et ainsi augmenter leurs chances de survie. Notre organisme est composé de cellules qui ont la nécessité de communiquer entre elles pour former un être cohérent, capable, comme vous le faites actuellement, de m'écouter. Les lipides participent à cette communication entre cellules. Nous allons développer dans ce cours 3 modes de communication. Les phospholipides, et en particulier le phosphoinositol, contribuent à délivrer un message entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule. Les acides gras, et en particulier l'acide arachidonique, est à l'origine de la formation des eicosanoïdes, qui sont des messagers de proximité, ce que l'on appelle des médiateurs. Et enfin, le cholestérol, qui lui est le substrat permettant la formation des hormones stéroïdes et qui peuvent délivrer un message dans l'organisme entier. Le phosphoinositol fait partie de la membrane plasmique des cellules. En présence d'un stimulus externe, par exemple la présence de bactéries à proximité, la phospholipase C, qui est une enzyme cellulaire, va couper le phosphoinositol en inositol 3-phosphate et en diacylglycérol. Ces deux composés qui vont délivrer le message et provoquer une réaction cellulaire, comme par exemple une exocytose, la migration cellulaire ou la phagocytose des microbes, dans le cas des polynucléaires. Les eicosanoïdes sont des médiateurs qui, contrairement aux hormones, agissent localement sur les cellules voisines, par action paracrine, ou sur elles-mêmes, par action autocrine. Les eicosanoïdes dérivent de l'acide arachidonique, qui est un acide gras polyinsaturé. 2 types d'enzymes catalysent la formation des eicosanoïdes, la cyclooxygénase qui va produire des prostaglandines ou des thromboxanes, et la lipoxygénase qui produira des leucotriènes. Tous ces composés ont un rôle central dans l'inflammation, qui contribue à la défense de l'organisme contre les agressions extérieures. L'aspirine, qui est un médicament que vous connaissez tous, agit comme un inhibiteur de la cyclooxygénase, ce qui a pour effet de diminuer la synthèse de prostaglandines, et donc de diminuer les effets inflammatoires qui peuvent être désagréables, comme la fièvre ou la douleur. Comme vous le savez maintenant, le cholestérol a 3 fonctions dans l'organisme. Être un élément constitutif des membranes, produire de l'acide biliaire, et être le substrat de base permettant la synthèse des hormones stéroïdes. Cette biosynthèse va s'effectuer dans des glandes endocrines spécialisées. Le cholestérol et l'aldostérone dans les glandes surrénales, les hormones sexuelles dans les ovaires ou les testicules. Ces hormones ont un rôle primordial dans l'homéostasie des volumes d'eau intra- et extracellulaires, sur la régulation du métabolisme énergétique ou tout simplement sur notre identité sexuelle.